Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 – Ils ont osé. La curiosité est source de progrès. Dès que l'on sut produire de l'électricité par quelque moyen que ce soit, les physiologistes ont étudié ses effets sur l'organisme animal et les médecins ont vu l'opportunité de trouver de nouvelles thérapeutiques. Le défibrillateur cardiaque externe est une lointaine conséquence de ces premières observations, de ces temps anciens où l'électricité aidait à la compréhension de la physiologie animale. Il convenait de rendre hommage à ces pionniers qui ont eu l'audace, parfois l'inconscience, de réaliser les premières expérimentations animales et surtout humaines. Les anecdotes sont cocasses ou dramatiques, les acteurs surprenants, fantasques ou géniaux. Dans bien des situations, reconnaissons-le, il fallait le faire. Et ils ont osé. Bien que l'on soit déjà très avancé dans la saison et que le vent pousse de gros nuages menaçants, la température de l'air est encore assez clémente à Paris en cette fin novembre 1803. Le docteur Pierre Hubert Niston, redingote noire soigneusement boutonnée et chapeau vissé sur la tête, tente de se frayer un chemin dans la rue animée des Fossés Monsieur le Prince pour se rendre à l'école de médecine toute proche. Il est 10 heures du matin. Qui est cet homme ? Son titre officiel est médecin de la Société des observateurs de l'homme et de celle de l'école de médecine. En fait, un jeune médecin d'origine belge, tout juste la trentaine, déjà renommé pour ses connaissances des maladies infantiles. Féru de physiologie comme la plupart des médecins de l'époque admis à travailler au sein de l'école de médecine, il ne se sépare jamais d'une étrange boîte en bois, apparemment pesante, qu'il tient serrée contre sa poitrine. Niston évite prudemment tout contact avec ses chalands bruyants, poussant brouette et tirant charrette, susceptibles à tout instant de faire tomber le précieux objet. On peut comprendre les précautions du jeune homme. La boîte renferme une invention nouvelle, en passe de révolutionner les connaissances sur l'électricité et ses applications, la pile de Volta. 1. Pierre Hubert Niston étudie les effets de l'électricité sur la physiologie animale, l'électricité animale, comme on disait alors d'eux. Se dirigeant vers l'école de médecine toute proche, il s'en va poursuivre ses travaux sans se douter un seul instant qu'ils vont prendre dans les heures à venir une orientation inattendue. Laissons-le s'éloigner, nous le retrouverons plus tard. Et abordons le contexte scientifique où se déroule cette histoire. Le XVIIIe siècle est celui où l'on commence à se passionner pour l'électricité, sans pour autant en connaître la nature. 3. L'engouement gagne toutes les couches de la bonne société. Savants et physiciens transforment leur salle à manger, leur sous-sol ou leur salle de cours en laboratoire. Quelques-uns semblent prendre un certain plaisir à faire sursauter au nom de la science, honnêtes gens, moines et militaires par des décharges bien appliquées et consenties. Les dames du monde s'émerveillent devant d'impressionnantes chevelures électrisées, ou des éclairs jaillissant dans leur salon. Des charlatans profitent aussi de la crédulité de beaucoup pour se faire de coquettes fortunes en promettant guérison et cure de jouvence. Bref, l'électricité est à la mode. Mais de quelle source d'électricité dispose-t-on alors ? Essentiellement de l'électricité statique emmagasinée ou non dans des condensateurs comme les bouteilles de Leyde, et depuis peu de l'électricité produite par un appareil que Volta vient de mettre au point et qu'il appelle pile, en raison des piles de rondelles de métaux de nature différente qui la composent. Sans nier le bien fondé d'ingénieuses expériences, sans diminuer le mérite d'audacieuses interprétations de leurs résultats compte tenu des connaissances du moment, force est de constater que le XVIIIe siècle a vu s'allumer une véritable fièvre électrique souvent très surprenante voire saugrenue. On stimule tout et souvent, reconnaissons-le, n'importe quoi. Et d'abord bien sûr des animaux. S'il fallait élever un monument aux victimes de cette période, on y ferait figurer bon nombre d'espèces du règne animal, de la souris au cheval. Des animaux morts ou plutôt sacrifiés, le mot n'est pas trop fort, sont utilisés et l'imagination des scientifiques est sans borne pour les oxyre. Qu'on en juge. Décharge répétée d'une batterie électrique, submersion dans le mercure ou dans l'eau, strangulation, privation d'air dans une machine pneumatique, SIC, vapeur de charbon, gaz hydrogène pur, carboné ou sulfuré, acide muriatique oxygéné, acide sulfureux, azote, ammoniac, etc. Les raisons de cette hécatombe ne sont pas toujours évidentes, justifiées souvent par d'obscures hypothèses physiopathologiques. 4, 5, 6. En 1775, un vétérinaire danois, Peter Christian Abildgaard,
ouvre la voie à de bien étranges recherches quand il veut tuer un cheval, allez savoir pourquoi, avec des décharges électriques. Mais comme l'animal est plutôt volumineux en regard des appareillages modestes dont il dispose, et peut-être aussi à cause des réactions violentes et imprévisibles de l'animal, il se contente d'une poule. Un choc électrique appliqué sur sa tête et la poule s'écroule, apparemment sans réaction, assise. Un second choc cette fois-ci sur le thorax et la voilà qui se relève, en pleine forme ou presque. Curieux, non ? Le propre de la démarche scientifique étant sans nul doute de tester la reproductibilité d'une expérimentation, Abilgard récidive les décharges chez la malheureuse poule. Un choc électrique sur la tête, la poule meurt. Un nouveau choc sur le thorax, elle ressuscite. Sans bien sûr se préoccuper de savoir si l'animal trouve à son goût ces manipulations énergisantes, il choque et choque encore. Que croyez-vous que soit advenu de cette infortunée gallinacée ? Eh bien, elle survit, pas très gaillarde certes et même assez chancelante, le caquettement plutôt assourdi, mais elle survit tout de même. Et Abilgard de préciser que si la poule s'est abstenue de manger pendant toute une journée, elle a pondu un œuf le jour suivant. Ce vétérinaire aurait été le premier surpris d'apprendre qu'il venait probablement de réaliser la première cardioversion électrique de l'histoire de la médecine. C'est du moins l'interprétation qui a été faite de ces phénomènes, jusqu'à une date récente. Actuellement, on considère plutôt qu'il devait s'agir de manifestations neurologiques induites réversibles. Un vieux mythe qui s'effondre pour les cardiologues. Émule d'Abilgard, Alexandre de Humboldt veut mener une expérience similaire quelques années plus tard sur une linotte moribonde qui a malencontreusement heurté en plein vol la fenêtre de sa bibliothèque. Dans l'espoir avoué et assurément fou de la réanimer, il court chercher un appareil électrique alors fort à la mode, une bouteille de Leyde, dont il loge une des deux électrodes dans le bec de l'oiseau et la seconde, où il peut, en l'occurrence dans l'anus de la pauvre bête. La linotte étant moins conciliante que la poule, c'est bien connu surtout dans des situations aussi particulières, elle meurt, non sans avoir auparavant ouvert les yeux, battu des ailes et respiré quelques minutes sous l'effet du choc électrique. Les résultats impressionnent beaucoup Humboldt et en scientifique consciencieux, il se met en tête de vérifier les sensations ressenties par l'oiseau. Les différences évolutives entre le savant et la linotte se résumant ce jour-là à la seule présence du bec chez la seconde, il ne trouve pas mieux que de placer sur sa personne les électrodes aux mêmes endroits que ceux choisis chez le passereau. La décharge se produit, Humboldt tressaille. Je vis un éclair très intense devant mes yeux, rapportera-t-il plus tard. Les physiologistes ne sont pas en reste et soupçonnent très tôt l'électricité de posséder des vertus supposées, dont les bienfaits profiteraient à l'humanité tout entière. C'est ainsi que certains relèvent quelques similitudes entre la nature supposée de ce fluide et la vitalité animale qu'on n'a pas tardé d'ailleurs à nommer électricité animale. Le champ des recherches est immense. Les interrogations nombreuses. Et si l'électricité était capable de se substituer à cette vitalité animale ? S'il était possible qu'elle provoque des contractions musculaires en dehors de toute influence nerveuse ? Si elle était capable d'animer, voire de réanimer des corps sans vie ? On peut supposer que ces réflexions ont été alimentées par ce que nous appellerions de nos jours quelques faits divers. Plusieurs ont été l'objet de communications lors de séances à la Royal Humane Society de Londres. La plus connue d'entre elles se déroule en 1774 et concerne une enfant de 3 ans, Sophia Greenhill, considérée comme irrémédiablement morte par un chirurgien du Middlesex Hospital de Londres et un apothicaire après une chute du 2e étage d'un immeuble. Un second médecin, toujours du Middlesex Hospital, le Dr Squire, constatant l'état de la malheureuse enfant, propose alors en ultime recours de lui délivrer des chocs électriques. Les parents donnent leur accord, visiblement prêts, comme on peut le comprendre, à accepter toutes les solutions pour sauver leur enfant. La mort est constatée depuis déjà une vingtaine de minutes, lorsqu'une série de chocs électriques est délivrée sur diverses parties du corps, sans succès dans un premier temps. Puis, contre toute attente, on sent un faible pouls, la fillette soupire, reprend sa respiration, certes difficile, et vomit 10 minutes plus tard. Après une phase stuporeuse de plusieurs jours, elle recouvre de parfaites conditions physiques et intellectuelles. Un cas similaire est rapporté la même année concernant un jeune garçon qui mourut puis ressuscita, dans les mêmes conditions. Il n'en faut pas plus pour recommander l'usage des chocs électriques,
lors d'une mort apparente, une noyade par exemple, lorsque les organes ont seulement leur fonction suspendue, si. Au lieu de perdre son temps avec de faibles stimulations, pourquoi ne pas avoir recours à de fortes stimulations afin de pénétrer au cœur de toutes les ressources profondes de la nature animale? Pourquoi ne pas appliquer immédiatement des chocs électriques au cerveau et au cœur, les sources essentielles de nos mouvements et de nos sensations, le corps primum vivens et ultimum morien de la machine animale? Un protocole permettant d'appliquer des chocs entre deux électrodes rondes disposées sur différentes parties du corps est même proposé. Le positionnement est d'ailleurs très proche de celui utilisé actuellement pour défibriller le cœur par voie externe. Une première électrode sous la clavicule droite, une seconde à la base gauche du thorax. Compte tenu des connaissances de l'époque, il est possible de douter que ces applications aient été spécifiquement utilisées pour traiter un trouble très grave du rythme cardiaque, d'autant que les énergies et les formes des électrodes n'étaient absolument pas adaptées à cet usage. Mais alors, comment expliquer la résurrection de Sophia Greenhill par cette méthode? Il est vraisemblable que la perte de connaissance de la fillette a été secondaire, non pas à une fibrillation ventriculaire, trouble gravissime du rythme cardiaque conduisant irrémédiablement à la mort et qui ne peut être traité de nos jours que par un choc électrique, mais à un autre phénomène que le récit rapporté ne permet pas de préciser, commotion cérébrale transitoire. Soulignons d'ailleurs que cet enfant est resté près d'1 heure en état de mort apparente, un délai trop long pour une fibrillation ventriculaire qui tue en quelques minutes. Ce sont là faits divers. Insuffisants pour les scientifiques à qui il faut des expérimentations indiscutables, tester rigoureusement les effets de l'électricité sur la physiologie humaine. Mais sur qui? Le dévouement des volontaires ayant des limites, il est décidé de commencer sur des cadavres. Nous passerons rapidement sur plusieurs tentatives d'hommes de science qui ont essayé de ressusciter quelques Lazare tout juste décédés, selon la méthode d'Humboldt ou une de ses variantes, victimes entortillées dans des chaînes, immergées dans un bain de saumure. Aucune ne réussit à les faire sortir du tombeau. Alors, démarche scientifique oblige et pour éviter ce que nous appellerions aujourd'hui un biais méthodologique, autrement dit des résultats incertains et discutables, on se met en quête de cadavres sains, d'hommes qui ne sont pas morts d'une maladie. Difficulté majeure car aucun volontaire sain n'a envie de se sacrifier pour la science. Restent les suppliciés. C'est idéal un supplicié. On peut le choisir en bonne santé, jeune si possible, espérer qu'il soit proprement guillotiné. Autre détail qui a son importance. Il n'oppose généralement aucun refus. Il est vrai qu'on ne lui demande pas son avis. Bref, la seule difficulté est de bien faire son choix. En 1798, le célèbre Xavier Bichat est le premier scientifique à pouvoir disposer de suppliciés guillotinés 7. Grâce à quoi ses recherches ont enrichi le contenu d'un ouvrage au titre prometteur dans sa simplicité, Recherches sur la vie et la mort. Les Italiens suivent, avec des médecins piémontais qui bénéficient eux aussi de la guillotine, apport civilisateur s'il en est, des conquêtes bonapartistes. Les résultats de ces expériences? À vrai dire, pas grand-chose. L'électricité, qu'elle soit animale ou plus précisément cardiaque, demeure mystérieuse. Au tournant du XVIIIe siècle est créée à Paris la Société galvanique. Elle rassemble le gratin scientifique de l'époque et est chargée d'étudier la sus-désignée électricité animale. Parmi ses membres figure le docteur Guillotin. Sûrement une marque de reconnaissance délivrée par la société savante. Pierre Hubert Niston en fait également partie. Ce qui nous ramène à notre histoire. Pierre Hubert descend donc la rue des Fossés Monsieur le Prince un matin de novembre 1803. Enserré dans ses bras, une pile de Volta avec laquelle il s'apprête à poursuivre ses travaux sur l'électricité animale. Et dans ses pensées un souhait. Ah, s'il pouvait disposer de cadavres comme Bichat qui avait eu cette chance. Sans aucun doute la dernière puisqu'il vient de mourir à l'âge de 31 ans. Il prend à droite la rue de l'Abondance. La colonnade de l'école de médecine est en vue. Et soudain, la providence se manifeste par les cris d'un colporteur annonçant à tue-tête l'exécution le jour même d'un criminel. Niston s'empresse d'acheter le jugement. L'heure du supplice? Elle est imminente. Le lieu? Comme à l'accoutumée, en place de Grève que tout le monde appelle encore ainsi bien qu'elle soit devenue depuis peu place de l'Hôtel de Ville. Assurément,
L'époque est aux exécutions spectacle claironné comme une moderne bande-annonce de film. Spectacle très couru. Frisson garanti. Niston exulte. Voilà un futur cadavre de première main. Il le lui faut. Et pas question de traîner après l'exécution. Bichat et les Italiens ont trop attendu pour disposer de leur cadavre, ce qui a certainement faussé les résultats. Niston, lui, veut son cadavre tout de suite après la décollation. Certes, mais les obstacles sont nombreux. Il est urgent de les résoudre. D'abord Touret, pense-t-il immédiatement. Alors, sans perdre de temps, Niston dégringole la rue de l'Abondance et s'engouffre dans l'école de médecine. Le voici haletant, chez le citoyen Touret, son directeur. Il explique rapidement à cet homme écouté en haut lieu l'importance de l'étude qu'il prévoit de faire. Le visage de Touret s'éclaire d'un léger sourire, conquis par l'enthousiasme du jeune homme. C'est gagné. Pierre Hubert obtient la lettre tant convoitée que Touret s'empresse d'écrire au préfet de police. Son précieux document en main, Niston se hâte par la rue des Cordeliers puis à gauche devant les Prémontrés poursuit presque en courant dans la rue Hautefeuille et croise la rue Saint-André-des-Arts. Le pont Saint-Michel, surchargé d'habitations, est franchi en quelques enjambées. Le voici qui aborde l'île de la Cité. Vite, à gauche le quai des Orfèvres, puis à droite, la rue de Jérusalem face à la Sainte-Chapelle, c'est l'entrée de la préfecture. Il s'y précipite. On imagine la surprise du préfet devant la demande insolite qui lui est présentée. Mais ce jeune homme est sérieusement recommandé et Niston obtient sans difficulté l'autorisation de disposer du corps du supplicié. Parfait. Inespéré. Et Niston repart, traverse l'île par la rue Saint-Barthélemy, franchit le pont au Change, emprunte à droite la rue de Grève puis le quai Pelletier, jaillit enfin place de Grève, sa pile de Volta toujours protégée comme un trésor contre sa poitrine. La place est déjà pleine de spectateurs bruyants et impatients. Un cordon de gendarmes entoure l'échafaud. Niston est soudain gagné par le doute. Le condamné sera bien enterré au cimetière Sainte-Catherine, comme tous les suppliciés, mais qu'il est loin ce cimetière. Il imagine déjà le temps perdu à charger, sûrement trop lentement, le cadavre sur la charrette. Il blêmit à l'évocation d'un vieux cheval traînant sans hâte le véhicule au cimetière. Pour peu qu'un incident retarde encore le départ, détourne le convoi du trajet. Ce sont peut-être des détails mais ils peuvent tout faire échouer. Niston se ressaisit. Il doit retourner à la préfecture, ou plutôt juste à côté au palais de justice. Il longe la conciergerie quai des Morfondus, ça existait, et se retrouve haletant devant les sentinelles qui barrent l'entrée du palais. Les discussions s'engagent. On le laisse finalement passer. D'abord, il faut rencontrer le charretier. Le voici. Quelques propositions sonnantes et trébuchantes le convainquent de se presser. Le gendarme qui escortera le convoi est sensible aux mêmes arguments. Et la chance est décidément avec Niston, le bourreau passe à l'instant devant lui. Autant dire que de nouvelles propositions de gratification ont sur lui les mêmes effets. Niston peut maintenant retourner place de Grève et assister à l'exécution. Tout va très vite. Cri du condamné, bruit sec de la lame qui s'abat sur le cou, frisson d'horreur dans l'assemblée. Bref, un spectacle sans surprise. Inutile de s'attarder. Direction plein sud. Il est 14 heures. Par le quai des Ormes et le pont Marie, très encombré, Niston traverse l'île Saint-Louis pour atteindre la rive gauche par le pont de la Tournelle. Pas le temps de flâner sur les berges boueuses qui descendent en pente douce vers la Seine où des lavandières trempent leur linge. Il prend tout de suite la rue des Fossés Saint-Bernard, longe la halle aux vins, fortes émanations, et gagne à gauche la rue du Faubourg Saint-Victor. Voici bientôt l'ancien jardin du roi, devenu jardin des plantes, et l'hôpital de la Pitié à droite. Les maisons se font plus rares au milieu des champs. Après avoir franchi la rivière des Gobelins, qu'on appelle encore la Bièvre, laissé à gauche le marché aux chevaux et emprunté la rue du Haut-Fossé Saint-Marcel, Niston est parvenu au cimetière de Clamart. Celui de Sainte-Catherine lui est attenant, c'est là que sont enterrés les suppliciés. Il est d'ailleurs piquant de remarquer que Bichat, le premier médecin autorisé à travailler sur l'électricité animale chez des suppliciés guillotinés, repose depuis moins d'1 an aux côtés de ces malheureux, dans le cimetière Sainte-Catherine. Presque à bout de souffle, Niston pénètre enfin dans le cimetière et présente au concierge étonné l'autorisation préfectorale.
Le convoi funèbre ne va pas tarder. Où puis-je disposer d'un local pour examiner le cadavre, avant qu'il soit enterré? Sans Kierniston. Le concierge est formel, il n'y en a pas. Tant pis. Il en faut plus pour le décourager. La fosse commune est largement ouverte et fera bien office de laboratoire improvisé. Le concierge est un peu réticent, mais enfin. Lorsque Niston s'approche de la fosse, une odeur épouvantable le fait reculer. Il se risque de nouveau. Après tout, il faudra bien s'y habituer. Niston repère une sorte d'élévation en terre dans la fosse commune, pas très large mais qui fera quand même l'affaire. Il était temps car la charrette arrive enfin, il est près de 15 heures. Le cadavre est déposé à l'endroit repéré, la tête suit. Laborieusement, manquant à maintes reprises de chuter, Niston rejoint le supplicié en descendant par une échelle. Quelques pierres branlantes suffisent à supporter la pile de Volta et l'écritoire. L'obscurité commence à gagner la fosse. Il faut se hâter. À cet instant, imaginons bien la situation car elle n'est pas banale. Il y a d'abord la solitude, le silence lugubre d'un cimetière. Ensuite, une fosse commune dans laquelle de nombreux cadavres ont été jetés sans beaucoup de terre pour les recouvrir et qui pourrissent. Enfin, une lumière qui diminue en cette fin novembre, et un homme jeune qui se retrouve en tête-à-tête, si l'on ose dire, avec un corps guillotiné à disséquer. Et l'odeur. Quelle puanteur! Niston parle d'une odeur sépulcrale, et d'une sensation qui lui fait penser, malgré la sueur qui trempe ses vêtements, à un bain de glace, dans une atmosphère humide. Et ce n'est pas tout. Le laboratoire est décidément bien étroit. Lorsque Niston doit passer d'un côté à l'autre du cadavre, il se retrouve en équilibre parfois très instable au bord d'un précipice affreux où il a été sur le point de tomber plusieurs fois. Tomber sur qui? Dans quoi? Et pour agrémenter la situation, il y a maintenant ces fossoyeurs qui travaillent au-dessus de sa tête, et qui l'arrosent régulièrement de terre. L'expérimentation peut enfin démarrer. La pile de Volta est installée tant bien que mal, tout est prêt pour disséquer et stimuler. Et Niston commence par le cœur. Il est rejoint par un élève, le sieur Bonnet, et quelqu'un d'autre mais qu'il ne peut nommer, on ne sait trop pourquoi. Ces deux collaborateurs restent prudemment au bord de la fosse. Ils sont bientôt rejoints par le docteur Dupuytren, chef des travaux anatomiques de l'école de médecine, une personnalité. La nuit est presque tombée et l'expérimentation s'achève. Il faut à présent tirer les conclusions. Quelles conclusions? Citons Niston. L'action galvanique entretient l'excitabilité du cœur et la ramène lorsqu'elle est prête à s'éteindre. L'extrême fréquence des excitations galvaniques diminue momentanément l'excitabilité du cœur. L'excitabilité galvanique du cœur continue après l'extinction apparente de sa chaleur vitale. C'est intéressant. On apprend qu'il est possible d'exciter le cœur et de le faire se contracter tout de suite après la mort. On apprend également que l'excitation est inefficace au-delà d'une certaine fréquence de stimulation, ce que les électrophysiologistes expliqueront, bien des décennies plus tard, par la notion de période réfractaire. C'est intéressant, mais quand même, risqué de tomber dans une fosse commune répugnante pour ça. Cette histoire, qui est aussi une aventure, illustre jusqu'où certains physiologistes du XIXe siècle pouvaient aller pour assouvir leur curiosité scientifique. Des exploits insensés, des expériences extravagantes, des rêveries de fous côtoient les travaux des savants les plus sages. Ces précurseurs ont leur part dans la naissance de la médecine moderne. Pour les savants qui travaillent sur des cadavres de suppliciés, l'intérêt de la science est plus important que la compassion. Jean Aldini, neveu de Galvani et qui a effectué des expériences identiques à celles de Bichat et Niston, écrit « Le spectacle de la mort a toujours porté l'effroi dans le cœur de l'homme sensible. Le philosophe, néanmoins, est obligé d'étouffer ce sentiment pénible dans le désir d'être utile à ses semblables. L'horreur redouble encore à l'aspect du cadavre d'un coupable que le glaive de la loi vient d'immoler. Mais malgré la pitié qu'inspire à l'observateur ce lugubre tableau, l'espoir de reculer les bornes des connaissances humaines ranime son courage et fait taire la voix de la nature. » Il ajoute encore ces mots : « L'amour de la vérité et le désir de répandre quelque lumière sur le système du galvanisme l'emportent sur toutes mes répugnances suites. » Il suffit cependant de parcourir quelques revues scientifiques de l'époque pour reconnaître que le dépassement de ces répugnances pouvait inspirer de surprenantes expériences.
Nous donnerons pour exemple celle qui tente de répondre à une question métaphysique, dont l'intérêt n'échappera à aucun de nos lecteurs. Y a-t-il une vie immédiatement après la décapitation ? Les organes des sens qui résident dans la tête d'un guillotiné sont-ils toujours accessibles aux impressions externes ? En d'autres termes, le sentiment du moi, déjà, persiste-t-il quelque temps après le supplice ? Cette question est posée en ces termes par deux jeunes médecins de Mayence, qui, le 21 novembre 1803, ont eu l'occasion inespérée de pouvoir y répondre. Ils bénéficient pour ce faire de la collaboration bien involontaire d'un chef de brigands, Schinderann et pas moins de 19 de ses complices qui furent exécutés en place publique. 20 cadavres mis à disposition par les autorités, pour faire profiter la science de cette rare et triste occasion de recherche physiologique. Mayence étant à cette époque française, elle bénéficiait, comme bien d'autres villes en Europe, de l'apport inestimable et déjà signalé de la Révolution française. L'usage de la guillotine, don du ciel pour les scientifiques. On se doute avec quelle réjouissance, scientifique bien entendu, nos médecins allemands accueillent cette opportunité, réjouissance néanmoins rapidement atténuée lorsqu'il s'agit pour eux d'adapter un protocole d'étude. Car comment s'y prendre pour savoir si ce fameux sentiment du moi persiste après la décapitation ? À supposer que la réponse à la question soit positive, aucun condamné n'a eu le temps de dicter ses mémoires sur le sujet. Le problème s'avère donc des plus difficiles et disons-le, quasi insurmontable. La solution apparaît pourtant naturellement à nos deux médecins, une solution d'une simplicité désarmante. Comment connaître ce sentiment du moi ? Mais tout simplement en le demandant aux suppliciés eux-mêmes après leur décapitation. Simple et avantageux. Nul besoin de transporter des corps parfois lourds pour les mettre à l'écart de l'échafaud. Un fragment du supplicié suffit, en l'occurrence la tête, légère et peu encombrante. Bien entendu, on n'est pas à l'abri d'un manque de collaboration d'un condamné rendu peu loquace par le ressentiment. Certains n'ont pas conscience du moment historique qu'ils vivent. Autre problème à résoudre : comment obtenir les têtes sans perdre de temps afin d'observer un état d'éveil que l'on peut imaginer très bref après une décapitation ? Ne cherchons pas de solution compliquée. La réponse du supplicié doit-elle être immédiate ? Alors installons-nous sous l'échafaud et recueillons les têtes. Avec un minimum de sens de l'observation et un peu d'habileté, il est facile de suivre la trajectoire des chefs sanguinolents recueillis comme autant de ballons de rugby. Et voilà nos deux médecins qui, soit dit en passant, ne semblent pas craindre les éclaboussures, se faufilant sous l'échafaud. Les rôles sont distribués. L'expérience commence. À la chute du premier chef, l'un d'eux s'en empare et le tenant par les cheveux, le présente à son compagnon qui l'examine. Il n'y voit aucune contraction, aucun mouvement, les yeux sont à demi fermés. Puis il crie tantôt dans une oreille, tantôt dans l'autre, cette interrogation qui devrait figurer dans toute anthologie des questions stupides censées faire avancer la science, « M'entends-tu » L'autre observe les réactions, attentif sans doute à la réponse du condamné leur reprochant de crier aussi fort. Mais rien ne vient. Alors, et présageant peut-être déjà qu'une bonne expérimentation doit, si possible, se faire en double aveugle, ils inversent les rôles pour la tête suivante. Et l'expérience se poursuit ainsi jusqu'à épuisement du matériel. Résultat, le sentiment des impressions externes ne persiste pas un seul instant après la décapitation. Nous voilà soulagés. 9. Si cette expérience nous semble aujourd'hui frôler le ridicule malgré son caractère macabre, elle n'est sûrement pas sortie ex nihilo de l'imagination morbide de ces deux courageux scientifiques. En effet, en France, en 1795, soit juste après la Terreur, une virulente controverse est née dans le milieu scientifique qui remplit des pages entières du magasin encyclopédique. La guillotine est-elle véritablement l'instrument du châtiment sans douleur ? Cette controverse est alimentée par un certain Legros, assistant du bourreau qui exécuta Charlotte Corday après sa condamnation pour avoir assassiné Marat. Sitôt après la décapitation, ce Legros, dans un geste vengeur et manquant d'élégance, on en conviendra, a saisi le chef de la suppliciée par les cheveux pour le gifler violemment. Certains témoins ont vu alors la tête rougir d'indignation, et garder l'expression pendant un certain temps. Ce témoignage de seconde main est repris par le célèbre anatomiste allemand Schwemmering et le Dr Su qui trouvent ainsi la preuve que, après la décollation, il demeure un reste de jugement. Ils ont eu pour contradicteurs des personnages célèbres,
Bichat, Cabanis, Sédillot et Léveillé, tous médecins et physiologistes de grand renom. Plus de 50 ans après, la discussion n'est pas terminée puisqu'Alexandre Dumas père s'en saisit dans une de ses nouvelles, Le soufflet de Charlotte Corday, en 1849-10. Les expériences sur les pauvres suppliciés sont multipliées, d'autant qu'au désir de reculer les bornes des connaissances humaines, s'ajoutent des espoirs d'application thérapeutique. Le 17 janvier 1803, le déjà susnommé Jean Aldini se trouve à Londres lorsqu'un certain Forster, 26 ans, est pendu pour meurtre. Les Français n'ayant pu débarquer en Angleterre, les Britanniques en sont restés à l'archaïque exécution par pendaison. Le cadavre est remis au président du Collège des chirurgiens de Londres, le docteur M. Coate, qui procède avec Aldini à ce que l'on appelle alors une galvanisation, c'est-à-dire l'application de courants sur différents organes aux fins d'en étudier leur comportement. Au terme de ces expériences, Aldini conclut que le galvanisme pourrait peut-être agir efficacement pour rappeler à la vie les asphyxiés et les noyés, c'est-à-dire les individus chez lesquels la vie n'est pas encore absolument éteinte, si. Bien plus, sous l'effet des applications du courant électrique, les contractions provoquées chez le pendu apparaissent si proches des mouvements naturels, qu'il semblait, dit Aldini, que par impossible, la vie allait être rétablie. Cette dernière remarque appelle à décrire une curieuse et spectaculaire expérience entreprise à Glasgow, sur le cadavre d'un supplicié du nom de Clisdell, par plusieurs physiologistes dont le célèbre Dr Andrew Ure, le 4 novembre 1818-11. Convenons tout d'abord du fait plutôt improbable voire incongru que le condamné lui-même, un homme d'une trentaine d'années, ait pu vendre aux physiologistes son propre cadavre. C'est pourtant la transaction conclue avant le supplice. Il serait trop facile de faire remarquer que Clisdell n'a pas dû beaucoup profiter du produit de sa vente. Le corps est transporté dans l'amphithéâtre de l'université de Glasgow, et les expériences commencent. Afin de ménager la sensibilité de certains lecteurs, nous ne décrirons pas les préparatifs peu ragoûtants du cadavre. On signalera seulement qu'ils ont consisté à mettre à nu la moelle épinière et différents nerfs des membres, de l'abdomen, du thorax et de la face. Puis les stimulations ont commencé. Les applications de courant sur les nerfs ont eu pour effet de contracter des muscles et des groupes de muscles de manière spectaculaire. Mu de la sorte, le cadavre ressembla bientôt à une sorte de pantin articulé animé par quelques ficelles invisibles soulevant la jambe gauche, puis la droite, pliant les deux bras, inclinant le thorax. Bref, une marionnette. Le cadavre semblait même à maintes reprises montrer du doigt des spectateurs dont certains, terrifiés, le croyaient revenu à la vie. Un des clous du spectacle, car c'en fut un assurément, consista à reproduire les mouvements respiratoires. La poitrine s'élevait et s'abaissait, le ventre était poussé en avant et s'affaissait ensuite, le diaphragme se dilatait et se contractait comme dans la respiration naturelle. Au jugement de plusieurs savants qui étaient témoins de la scène, dit le docteur Ure, cette expérience respiratoire fut peut-être la plus frappante qu'on eût jamais faite avec un appareil scientifique. Mais le sommet du morbide est atteint lorsque les nerfs du visage sont stimulés. Les résultats impressionnent beaucoup l'assistance et cela peut se comprendre. Tous les muscles de la face furent mis en action à la fois d'une manière effroyable, exprimant tour à tour des sentiments opposés. La rage, l'angoisse, le désespoir, des sourires affreux animèrent les traits de l'assassin. Plusieurs personnes furent forcés de quitter l'amphithéâtre. Un gentleman tomba évanoui. Il demeura pendant plusieurs jours frappé d'une véritable obsession morale. Le plus surprenant dans cette histoire sont les réflexions inspirées par ces démonstrations chez certains témoins et en premier lieu chez leur auteur, le docteur Ure. Celui-ci pensait très sincèrement qu'il était possible de ramener à la vie le criminel. Un seul obstacle selon lui, les lésions trop importantes de la moelle épinière provoquées par la pendaison. Mais n'accablons pas la magistrature d'avoir choisi un supplice si délabrant pour les fonctions vitales. Le docteur Ure s'en garde d'ailleurs bien lorsqu'il ajoute « Cet événement, le retour à la vie de la victime, NDLR, sans doute peu désirable dans le cas d'un assassin et peut-être contraire à la loi, aurait été cependant bien pardonnable dans une circonstance où il aurait été infiniment honorable et utile à la science. » Le mot de la fin revient pourtant incontestablement à des témoins anonymes de la scène et qui gardaient le secret espoir de voir revivre le supplicié dans un dessein bien particulier, celui de lui proposer après sa quasi-résurrection, de le moraliser,
de le ramener à la vertu, et de le marier. Une autre façon de lui passer la corde au cou en quelque sorte. Ces anecdotes montrent combien il avait été mis d'espoir dans les possibilités presque magiques de l'électricité, et les promesses de la science. Ne rejoint-on pas ici le vieux mythe de la renaissance, de la réanimation après la mort ? Cette folle espérance dépassait très largement le simple champ expérimental des réactions organiques au choc électrique. Les médecins d'aujourd'hui ne sont pas loin de partager un tel sentiment, eux qui utilisent l'électricité sous d'autres formes pour faire revivre des patients mourants. Certains détails les différencient néanmoins de leurs prédécesseurs. Ils n'ont plus ni la prétention, ou l'espoir, de moraliser leurs patients, ni l'intention de les ramener à la vertu, ni moins encore de les marier. 1 Paul H. Niston. Nouvelles expériences galvaniques faites sur les organes musculaires de l'homme et des animaux à sang rouge. Levrault, Paris. 1803. 2 Marco Piccolino. Animal Electricity and the Birth of Electrophysiology. The Legacy of Luigi Galvani. Brun Research Bulletin. 1998, 46 sur 381-407. 3 Abbé Nollet. Essai sur l'électricité des corps. Chez les frères Guérin. Paris, 1750. 4 Pessu est né. Histoire du galvanisme et analyse des différents ouvrages publiés sur cette découverte, depuis son origine jusqu'à ce jour. Chez Bernard Libraire. Paris. 1805. 5 Holdingbird. Lecture en Electricity and Therapeutical Relations. Longman, Brown, Green and Longman, London. 1849. 6 Mickey S. Eisenberg. Life in the Balance. Emergency Medicine and the Quest to Reverse Sudden Death. Oxford University Press, New York, Oxford, 1997. 7 Xavier Bichat. Recherche physiologique sur la vie et la mort. Chez Brosson et chez Gabon. Paris. 1805. 8 Jean Aldini. Essai théorique et expérimental sur le galvanisme. Fournier Fils. Paris. 1804. 9 M. Cyrol. Galvani et le galvanisme. L'électricité animale. Thèse. 1939, Faculté mixte de médecine et de pharmacie, Toulouse. 10 Alexandre Dumas. Le soufflet de Charlotte Corday, in les 1001 fantômes. Chapitre V Paris, 1849. 11 WSC. Kopman. Andrew Ure, MD, FRS, 1778 à 1857. Proceedings of the Royal Society of Medicine. 1951, 44 sur 655-62. Chapitre 2, La mort mystérieuse d'Anna Griner. Chacun garde en mémoire une scène d'urgence où des médecins, des pompiers ou autres secouristes délivrent un choc électrique à une personne inconsciente, allongée sur un trottoir ou un lit d'hôpital. Ils savent que ce choc est destiné à faire cesser un accident cardiaque qui menace immédiatement la vie de la victime. C'est l'unique objectif de la manœuvre, la raison d'être du défibrillateur cardiaque. Mais quel est cet accident ? Comment l'a-t-on découvert ? Tout a commencé par une mort bien mystérieuse. La jeune Anna Griner, 15 ans, est confortablement installée dans un fauteuil à haut dossier. Ses bras reposent sur de larges accoudoirs. Tout paraît serein dans cette pièce à l'atmosphère feutrée. Un feu grésille dans la cheminée. Une tenture à moitié relevée laisse apparaître une pièce voisine aux murs couverts de tableaux. Des lieux qui reflètent l'aisance. Ce vendredi 28 janvier 1848, nous sommes chez le Dr Thomas Nathaniel Megison, chirurgien de Wickham près de Newcastle. Il s'apprête à opérer Anna qui attend, un peu inquiète, l'intervention qui la soulagera d'un ongle incarné au gros orteil gauche. 3 mois plus tôt, Anna a subi la même intervention mais au pied droit. Ça se passait à l'hôpital de Newcastle, et c'est le Dr H.G. Potter qui l'a opérée. La jeune fille avait été anesthésiée à l'éther, et tout s'était très bien passé, hormis quelques maux de tête durant les jours qui ont suivi. Anna connaît bien le Dr Megison qu'elle a déjà consulté à plusieurs reprises. C'est donc avec confiance qu'elle a pris son déjeuner, avant de s'en remettre au chirurgien. Un des assistants, M. Lloyd, effectuera l'acte chirurgical.
Le docteur Megison administrera, quant à lui, l'anesthésiant, un tout nouveau produit qu'il a déjà utilisé plusieurs fois avec d'excellents résultats, le chloroforme. Anna dégage son pied gauche de l'ample robe qui l'habille et le pose sur un petit tabouret. Monsieur Lloyd s'agenouille. Il est prêt à l'opérer. Délicatement, le docteur Megison déplie un mouchoir dans le creux de sa main gauche. Il y verse l'équivalent d'une cuillerée à thé d'un liquide transparent et faiblement odorant. Lentement, Megison approche sa main du visage d'Anna, la maintient sous sa bouche et ses narines. Anna est calme. Le médecin lui demande d'inspirer 2 fois profondément. La jeune fille s'exécute. La main du médecin en vient maintenant presque à toucher la peau délicate du menton d'Anna, qui la repousse doucement. Megison ordonne une seconde inspiration. 1 minute s'écoule. Le bras qui a repoussé la main du chirurgien devient si rigide qu'il est impossible de percevoir le pouls de la jeune fille. La respiration s'accélère. Les pulsations réapparaissent bientôt mais faibles, très faibles. D'un mouvement de tête, Megison fait signe à Lloyd de commencer l'opération. L'assistant incise adroitement autour de l'ongle et le décolle. Le geste est précis, rapide. Anna sursaute brusquement et s'agite. La dose de chloroforme n'aura sans doute pas été suffisante, pense le chirurgien, mais il ne juge pas nécessaire d'en rajouter. Anna a maintenant les yeux clos, la bouche ouverte, ses lèvres et ses joues sont livides. Megison se penche de nouveau sur le visage de l'adolescente, lui écarte délicatement les paupières, les yeux sont congestifs. Le pouls a disparu. Le chirurgien ne peut cacher son inquiétude. « Donnez-moi vite de l'eau froide » ordonne-t-il. Un second assistant s'exécute immédiatement. Il tend à Megison un vase dont il projette vivement le contenu sur le visage d'Anna, qui ne réagit pas. Du brandy ? Allons. Pressons. Megison verse un petit verre d'alcool dans la bouche entr'ouverte de l'adolescente, qui n'a d'autre réaction qu'un léger frémissement des lèvres. Sur ordre de Megison, les 2 assistants allongent Anna sur le sol pour permettre au chirurgien d'inciser une veine du bras, puis la jugulaire droite. Mais seules quelques gouttes d'un sang épais s'échappent lentement des entailles. Megison reste désemparée. Son visage exprime l'incrédulité puis la résignation. Mais la réalité est cruelle. Anna est morte. 12. 3 minutes seulement se sont écoulées depuis le début de l'intervention. Rien que 3 minutes pour une tragédie hors du commun. Personne ne le sait encore, bien sûr, mais le premier décès d'origine iatrogène par trouble du rythme cardiaque vient de se produire. Il inaugure une longue série d'accidents qui fera définitivement abandonner le chloroforme dans la première moitié du XXe siècle. Ce dramatique épisode sera aussi à l'origine de la première des plus importantes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.